Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de Sportivement Vôtre. Aujourd'hui, nous assistons à la 17e édition du meeting Metz-Moselle, le bien nommé Athlélor. Ensemble, nous allons parler athlétisme bien sûr, mais aussi préparation, blessures ou encore handisport. Sportivement Vôtre au meeting Metz-Athlélor, c'est parti. Et maintenant, sous les projecteurs, voici l'homme qui fait vibrer l'athlétisme en Moselle. Le stratège des pistes, le maître du chrono, le chef d'orchestre du prestigieux meeting indoor, il est prêt à entrer dans l'arène du sport pour nous dévoiler tous les secrets de son meeting. Faites du bruit pour Dominique Abyss. Dominique Abyss, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview parce que vous êtes partout, vous êtes très pris en ce moment. C'est le grand jour, hein, donc il faut être présent sur l'événement, mais non, pas de problème, avec grand plaisir. Et justement, comment se sont passés les préparatifs ? C'est toujours un peu compliqué puisque c'est un travail de longue haleine, hein, c'est 6 mois de travail à peu près, avec un dernier mois particulièrement chargé. La plus grande difficulté étant de monter le plateau sportif, voilà, les blessures, les désistements. Parce que là, la configuration de l'anneau, d'habitude, elle n'est pas comme ça. Vous avez un peu arrangé. Oui, on a un bel habillage pour mettre en lumière cette belle infrastructure. Effectivement, ça c'est 2 jours de travail, 2 ou 3 même, mais c'est sympa et le rendu est très satisfaisant. Oh, c'est sûr. Et combien est-ce qu'il y a d'athlètes aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a 320 athlètes internationaux. Et puis, vous l'avez vu, on a une centaine de jeunes de 13 à 15 ans qui s'époumonnent sur les épreuves d'encadrement. Qui sont là en ce moment, ils se préparent à faire le 1000 mètres, c'est ça ? C'est ça, 1000 mètres. Ouais. Et combien est-ce qu'il y a aussi d'arbitres et de bénévoles pour cet événement ? Parce que les bénévoles sont aussi ceux qui font marcher l'événement. Ils sont absolument nécessaires, c'est vital. Et on a fort heureusement une belle délégation. On a 60 officiels, donc bénévoles officiels, qui sont un peu les arbitres de la compétition. Et on a à peu près 80 personnes à côté qui, buvette, navette hôtel, navette gare, accueil, etc. Donc oui, ça fait 140 personnes pour organiser tout ça. Dominique, on se laisse un petit instant parce que justement on va aller s'intéresser au juge arbitre, à cette activité, ce rôle qui est essentiel pour un événement comme celui-ci. À tout de suite. Pour cette séquence avec les arbitres, je suis avec vous, Nicolas Nepper. Alors expliquez-nous quel est votre rôle ici. Alors moi, mon rôle ici aujourd'hui, je suis juge arbitre des départs. C'est-à-dire que je surveille, je contrôle l'équipe des départs. Je vais vérifier le positionnement, je vais vérifier toute leur mission. Je vais vérifier aussi le mouvement des athlètes. En cas de réclamation, je dois pouvoir intervenir. Donc là, on a un départ de course. Expliquez-nous ce que vous regardez. Où est-ce que vous regardez quoi, les pieds par rapport aux lignes? Expliquez-nous. Je vais regarder le nombre d'athlètes, s'ils sont tous présents par rapport aux engagements. Ensuite, les pieds, en effet, par rapport aux lignes. Et je vais donner le feu vert au starter là, qui est sur l'échelle pour qu'il démarre. Je vais vérifier que la procédure se passe correctement. D'accord, on vous laisse faire votre travail. Je vous tiens au courant. Oui. Tous les athlètes sont placés. On s'appelle l'Allemand. Filippo Brocchi, le Suisse. Le starter va pouvoir donner le départ. Je vérifie le chronomètre. De la deuxième, Victor Hens et Titien Raven. Attention au départ. Alors on attend les consignes du starter. À vos mains. Je vérifie les pieds derrière les lignes et la procédure va se lancer. Tout s'est bien passé. Donc là, Nicolas, vous suivez la course. On voit, il y a écrit 3 tours. Il ne reste plus que 3 tours aux athlètes. Voilà. C'est ça. À chaque fin de boucle, à partir de la sortie du virage, on va enlever un tour. Très bien. Et alors, on le voit, c'est assez rigolo. Il y a des lumières qui précèdent les athlètes. Que représentent ces lumières? C'est un système uniquement pour les meetings. Les lumières vertes là, qui passent devant nous, c'est le record du meeting. Donc si l'athlète veut battre le record, il doit être devant les lumières vertes. Ah, c'est une sorte de lièvre, en fait, ça les aide. C'est une lièvre électronique, exactement, c'est exactement ça. Très bien. Et une autre question, donc vous êtes juge arbitre comme ça pour le départ de la course. Il y a combien d'autres types de juges arbitres sur ce meeting? Il y en a à peu près une dizaine. Il y en a pour tous les concours, il y en a pour les courses. Il y a des juges arbitres généraux qui surveillent les autres juges arbitres. Voilà, donc c'est une formation régulière. Moi je suis starter aussi, voilà. Donc régulièrement on pratique. La cloche là, c'est que c'est le dernier tour. C'est le dernier tour, vous allez voir, regardez, ils sont sur les lumières vertes. Ah ouais. Et on va croiser les doigts pour eux jusqu'à la ligne d'arrivée.
Alors bon, vous êtes bien habitué à donner ce genre de départ. Vous avez fait cet été J'ai eu la chance d'être starter aux Jeux Olympiques et Paralympiques d'ailleurs. Alors, On était 3 Français, je faisais partie des 3. racontez-nous, c'était comment cette expérience? Une expérience unique dans une vie, dans une famille. J'ai encore du mal à atterrir, hein, pour être honnête avec vous. C'est une belle expérience. Et du coup, maintenant que là, vous arrivez à ce meeting-là à Metz, vous êtes à l'aise, quoi? Non, on est toujours stressé par rapport à ce qu'on voit, parce qu'on doit juger et des réclamations aussi. Faut être très précis, quoi. Ouais, toujours. Mais c'est un plaisir, c'est toujours un plaisir. Bon, ça y est, la course est terminée, Nicolas. Donc Oui. là, vous repartez dans quoi? Dans 2 minutes Et ben on enchaîne dans 3 minutes avec un autre 800 mètres. Ça enchaîne comme Jusqu'à ça. 18 h ce soir. Eh ben, bon courage alors. Merci beaucoup, bon meeting. Merci. Monsieur le directeur, le premier meeting mondial indoor est aussi français. Il s'agit de celui des Hauts-de-France, de Liévin. Déjà, est-ce qu'il y a une excellence à la française en termes d'organisation d'événements comme ça, de meetings? Alors je pense que oui. Le circuit des meetings français est un des meilleurs au monde, reconnu pour sa parfaite organisation, en tout cas un très haut niveau d'organisation. Et effectivement, le meeting de Liévin est depuis un certain nombre d'années le plus gros meeting au monde. Alors, on n'est pas tout à fait dans les mêmes sphères, hein, Oui. en termes budgétaires, etc. C'est un magnifique événement, mais nous, on rêve que d'une chose, c'est de s'en rapprocher. Alors justement, parce que celui d'Athlé-Lors est actuellement 2e de France, Ouais. donc 2e après celui de Liévin. Il est 6e mondial, donc toujours en indoor, hein, on le rappelle, avec 44 465 points. Déjà, comment est-ce qu'on calcule ce nombre de points? Alors, c'est relativement simple, c'est mathématique, mais l'athlétisme est un sport de chiffres. Chaque performance établie par un athlète est évaluée par rapport à une table de cotation internationale et donne un nombre de points. Et donc, on additionne les 36 meilleures performances du meeting pour faire un total de points. Ça, c'est une grande partie du calcul. Et l'autre partie dépend de la notoriété du ranking mondial des athlètes. Plus l'athlète est haut placé dans le ranking, plus vous marquez de points. Et c'est l'addition de ces deux points, points performance et points ranking, qui donne le total de 44 000 et quelques que vous avez parlé tout à l'heure. Et comment est-ce qu'au quotidien on travaille pour grimper dans le classement? Alors, le travail est multiple. À la fois, il faut avoir de la ressource financière pour pouvoir attirer les meilleurs athlètes, donner les meilleures conditions. Et ensuite, il faut faire travailler son réseau, il faut organiser correctement pour que les athlètes aient envie de revenir, soient motivés pour venir. Et son visage à elle, il était sur l'affiche officielle du meeting. C'est celui d'Oriana Lazrak-Claas. Malheureusement, c'est une autre partie de son corps qui lui a fait défaut. Elle a annoncé juste avant le meeting une fracture au talon. J'imagine que pour vous, c'est un peu une déception. Oui, évidemment, elle est sous l'affiche, donc on aurait aimé la voir avec nous sur la piste. Elle sera quand même là. Oui, elle sera quand même Voilà, là. elle sera là, tout à fait. En plus, elle sera notre ambassadrice. Et en plus, on a un petit moment d'intimité avec elle, puisqu'elle a la signature d'une convention avec l'un de ses partenaires. Oui, bon, on l'a connue toute petite à faire les 1000 des jeunes. Elle était officielle, membre de l'équipe d'organisation il y a quelques années. Aujourd'hui, elle est en haut de l'affiche. Elle est même sous l'affiche. Elle n'est pas sous la piste, malheureusement. Mais c'est partie remise. L'année prochaine, elle sera là. Eh bien, on va aller la voir parce que je crois aussi qu'elle commande pour la Fédération française d'athlétisme, c'est ça? On va aller la retrouver. On se retrouve donc avec Oriana. Oriana, première question, comment ça va? Bah écoute, ça va bien, super ambiance, franchement très beau meeting en perspective. Comment se passe la rééducation et le temps de repos? Bah c'est quand même assez long, sachant que c'est une fracture, ça va quand même prendre 3 mois en tout. Là ça va, je suis à 2 mois, j'ai fait une IRM du coup de contrôle pour savoir comment ça allait. Ça progresse bien, ça prend un petit peu de retard au vu du fait que je continue à m'entraîner, mais c'est totalement normal. Donc il me reste encore un petit mois à faire en béquille et après je pourrai retourner à la course et ça va faire du bien. Qu'est-ce que ça fait d'être ici et pas sur la piste? Ah, je suis très frustrée et très triste aussi, mais en même temps, comment être triste alors que c'est un événement vraiment incroyable, c'est vraiment le plus gros meeting, le meeting de chez moi, celui qui me tient le plus à cœur, donc franchement, en même temps frustrée et en même temps très heureuse de pouvoir participer à la fête en fait. Et je peux quand même profiter de mes amis, aussi bien athlètes internationaux que athlètes régionaux, donc ça me fait quand même énormément plaisir d'être là. Bon, et puis on voit que tu n'as pas non plus oublié ton maquillage qui te suit toujours. Une autre question, est-ce que ça rebat les cartes pour toi pour cette saison? Qu'est-ce qui a changé avec cette blessure? Quand on m'a annoncé la fracture de fatigue, de toute façon, je savais que la saison hivernale était définitivement close à enterrer parce que ça prend quand même 3 mois et dans 3 mois, c'est le moment où il y a les grandes compétitions, donc je ne pouvais pas reprendre et faire les grandes compétitions même en étant déjà qualifiée d'office.
Donc on laisse ça de côté et je me prépare du coup pour l'été. J'ai de la chance, les championnats internationaux, le championnat du monde du coup de cet été, c'est en septembre, fin septembre, donc ça me laisse quand même beaucoup de temps pour pouvoir justement préparer cette échéance correctement pour cet été. Donc toi tu es heptathlète. Exactement. Est-ce que tu as un rituel avant chaque épreuve? Non, j'ai pas de rituel avant chaque épreuve. Par contre, avant que la compétition commence, que ce soit le premier jour ou le deuxième jour, parce que l'heptathlon se fait en 2 jours, et ben j'ai le rituel maquillage et ça, maquillage, coiffure, qui est très très important pour moi. J'avoue que j'y pense souvent à l'avance en plus, donc non, c'est adapté à chaque tenue et à chaque compétition. C'est ce que j'allais dire, donc tu fais quoi en fonction du pays? Tu vas mettre des couleurs En fonction du pays, j'adapte la coiffure plutôt. Et moi, je regarde mes ailes bleu, blanc, rouge pour les compétitions internationales avec l'équipe de France. Et sinon, pour des autres compétitions comme des meetings, là par exemple, eh ben, j'accorde avec la tenue, soit avec mon sponsor Adidas, soit pour les championnats avec mon club, du coup noir et blanc, les couleurs de ma ville. Pour remplacer la minute prépa exceptionnellement, aujourd'hui, on va parler de la préparation mentale des athlètes. On va aller les voir juste après la course ou avant leur course, savoir comment est-ce qu'ils se préparent, comme Oriana, quels sont leurs rituels. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a de nombreux athlètes qui s'échauffent avec leurs affaires personnelles et tous ces athlètes, ils ont en général leur petit rituel. On va aller leur poser des questions, voir souvent un rituel. Est-ce que vous parlez français? English. Okay, so do you have some rituals before Yes. the one? What do you do? I think about my grandma and grandfather, and they give me power. Je dirais que je fais le vide et que je pense surtout au chrono que je vais faire et au boulot que j'ai fait à l'entraînement et juste tout ça quoi. Parce que moi je bosse à côté donc tous les investissements qu'on y met c'est pour 3 minutes et quelques de course donc autant les rentabiliser quoi. Il y a une routine, l'échauffement habituel et puis je sais pas, moi j'ai ma chaîne, j'embrasse ma chaîne avant d'entrer sur la piste, voilà ce genre de truc quoi. Moi j'essaye juste de rester focus sur moi, j'essaie un peu de m'enfermer, de pas trop prendre en compte ce qui se passe autour et de vraiment exécuter le plan que je me suis fixé et de me faire confiance là-dessus. Et moi c'est avec beaucoup de musique, j'aime beaucoup écouter de la musique avant la course mais enfin à chaque fois comme on dit c'est rester focus sur soi et pas se laisser perturber par l'extérieur. Donc c'est vrai que la musique ça aide beaucoup. On continue notre tour dans ce couloir de préparation mentale. Les filles, vous avez une préparation mentale, un rituel avant la course qui est important? Pour ma part, oui. En plus, je viens de commencer un nouveau suivi. Et du coup, je mets en place des petits tips qui sont propres à moi et qui m'aident à me rassurer, à rentrer dans ma course. Et quels sont-ils? J'écris des choses. Et on écrit quoi? On écrit des choses qui nous agacent pour des choses négatives, des choses positives? Tout ce qui me passe par la tête, tout ce que j'ai besoin d'évacuer. Au lieu de garder à l'intérieur de moi et que ça puisse avoir un impact pendant la course, que ce soit positif ou négatif, j'évacue tout. Et je me ressens sur moi-même. De retour avec vous, Dominique. Donc, on parle de la popularité d'Athlélor, de sa visibilité au niveau national et international. Mais quel est l'impact de l'événement sportif sur l'athlétisme en Moselle? Alors j'espère qu'il est important, Oui. parce que en fait, c'est l'événement de l'année dans la région et dans le département. Et la preuve, c'est que, vous voyez, on a une centaine de jeunes qui ont couru ce matin, qui viennent de tous les clubs de Moselle. Et tout à l'heure, dans les épreuves nationales et internationales, on a de la place pour nos régionaux. Donc on a des athlètes qui viennent du secteur. Donc c'est pour eux le rendez-vous incontournable de l'hiver. Et quels sont les moments forts que le public peut attendre cette année? Il y en a plein. Franchement, on a un 800 féminin, par exemple, avec les 3 premières du championnat du monde de l'année dernière. Donc, médaille d'or, argent et bronze seront présentes sur la même course de 800 mètres. Donc, un niveau mondial, puisque c'est les trois podiums. On a un concours de perche extraordinaire avec un Américain qui vient de passer 6,01 m il y a tout juste une semaine. 6 mètres, c'est une limite extraordinaire en la perche. Et puis, le programme se terminera par un 3000 mètres avec Yann Schrub. Ouais. Avec son vainqueur des championnats d'Europe, le Suisse de Dominique Le Baglou. Ah, donc c'est une revanche ouais. des championnats d'Europe, si on peut dire ça comme ça. Et en toute fin de programme, on a rajouté, il y a 2 jours, une tentative de record de France de 600 mètres par Yanis Méziane, qui est un jeune et très prometteur demi-fondeur. Donc je dirais que je ne sais pas faire le tri là-dedans, mais il y a beaucoup de bons moments. Et créer des rendez-vous comme ça, des moments importants, c'est aussi ce qui fait la force d'un meeting indoor? Oui, vous voyez, on a 17 ans, c'est la 17e édition. On est monté vraiment de niveau année après année parce qu'en fait,
voilà, on organise pour que les athlètes soient bien chez nous. Ceux qui viennent reviennent. Le bouche à oreille fait que d'autres veulent venir. Et effectivement, aujourd'hui, on a un petit problème de riches. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre tous les athlètes qui souhaiteraient venir. Je préfère ça. Oui, c'est sûr. Et est-ce que vous mettez en place des initiatives pour impliquer la jeunesse et les clubs locaux, à part la deuxième, parce qu'on se dit forcément il y a le club de Metz. Oui, mais effectivement, toute la semaine, on a fait des interventions en école primaire. On a fait une intervention hier au lycée. On a accueilli mercredi une opération avec des jeunes de la MEX, des maisons d'enfance à caractère social. Donc toute la semaine, avant le meeting, ce n'est pas juste un focus, et il le faut ce focus pour attirer l'œil, mais sur du haut niveau. Toute la semaine, on travaille pour transmettre et donner envie à nos jeunes de faire du sport et faire l'athlétisme. Ça, c'est très important. Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans l'organisation du meeting? On avait l'ambition cette année de présenter 2 épreuves handisport, une homme et une femme. Malheureusement, la densité des athlètes para ou handi est beaucoup moins importante que chez les valides. Et en année post-olympique, on s'est rendu compte qu'en fait, beaucoup avaient relâché un petit peu après les Jeux olympiques et donc ne faisaient pas, par exemple, de saison hivernale. Donc on a été obligé d'annuler, on dira l'épreuve homme. Et par contre, on a rebondi sur l'épreuve handi-femme parce qu'on a un porte-drapeau important au club et dans la région avec Laure Ustaritz. Donc je voulais absolument maintenir son épreuve. Et ce qu'on a fait, et je trouve que c'est finalement une bonne chose, c'est qu'on a intégré des athlètes valides ou des athlètes handi dans l'épreuve valide. En tout cas, on aura une course mixte valide handi de 400 féminins. Mais on la retrouve, nous, juste après sa course, donc de 400 mètres. C'est sa course à Laure Ustaritz. C'est notre portrait de la semaine. On la retrouve donc, nous, après sa course. Pour le portrait de la semaine, je suis avec vous, Laure Ustaritz. Vous venez de faire votre course. Votre spécialité, c'est le 400 mètres. Déjà, comment ça s'est passé? Alors, c'était une rentrée correcte. Bon, c'est pas non plus une rentrée exceptionnelle, mais en tout cas, ça permet de se remettre dans le bain des compétitions. Parce que la dernière compétition, grosse compétition, c'était en septembre. Oui, tout à fait. Racontez-nous comment ça s'est passé. C'était une expérience incroyable. J'en garde un souvenir mémorable. C'était merveilleux et voilà, c'est toujours un petit peu nostalgique d'en reparler, mais c'était un très très bon souvenir. Et donc là, vous avez couru avec des valides, c'est ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tire plus vers le haut ou comment vous vivez le fait de concourir avec des valides? Oui, tout à fait. C'est vrai que depuis toujours, je cours avec des valides. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose, moi, qui me tire vers le haut. Vous êtes né en Moselle? Oui. Vous comptez y rester toute votre vie? Je pense, oui, c'est vrai. Après, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai passé une bonne partie de ma vie en Moselle, donc c'est un territoire auquel je suis attachée. Et qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans l'athlétisme en Moselle? C'est l'ambiance générale, c'est le fait d'être bien dans un club, d'être intégré, d'avoir ce plaisir à aller à l'entraînement. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est un bon état d'esprit en fait. Et ce que j'apprécie le plus en fait, c'est que le handicap il passe vraiment au second plan. C'est que quand je pratique, je ne suis plus simplement une personne en situation de handicap, non, je suis une athlète et vraiment une athlète en tous sens. Ouais. Vous êtes hémiplégique, c'est ça votre handicap. C'est pas un handicap qui est visible comme ça. Est-ce que ça peut être un frein au quotidien, justement qu'on ne voit pas votre handicap? C'est vrai que parfois il y a eu des moments où c'était un peu difficile de le faire accepter, c'est-à-dire que on voyait bien que j'avais des petites difficultés, mais pour autant on ne pensait pas tout de suite que c'était dû à une pathologie ou à un handicap. Aujourd'hui, il est pleinement assumé et il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être encore un petit chemin à faire sur le handicap invisible parce qu'en fait, finalement, le handicap invisible, ça représente 80% des handicaps. Donc je pense qu'il y a encore un petit peu de travail à faire là-dessus, qu'un handicap, ce n'est pas nécessairement une personne en fauteuil roulant, une personne déficiente visuelle ou à qui il manque un membre. Et alors justement, est-ce que le sport est un vecteur pour médiatiser le handicap invisible Oui, tout à fait, la preuve ici à Etteleur, non mais c'est vrai, le message qu'on veut faire passer, c'est que
il y a une multitude d'handicaps en fait, mais finalement c'est un seul et unique message, c'est que on a un handicap, mais il y a tellement de possibilités. C'est pas un frein, c'est juste une façon de faire autrement. Merci beaucoup Laure. Avec plaisir. Alors Dominique, combien est-ce qu'il y a d'épreuves aujourd'hui? Alors, si je ne me trompe pas, on a 16 épreuves, 8 hommes, 8 femmes. Sur 3 heures de meeting ou alors on compte aussi les jeunes? Alors, non, j'ai pas compté les jeunes. Effectivement, on a 4 courses de 1000 mètres jeunes à rajouter. Et puis une épreuve U20 junior qu'on a rajouté également au programme, donc une bonne vingtaine d'épreuves. Alors la salle de l'Anneau où nous nous trouvons aujourd'hui, elle a une particularité, c'est la seule en France où se trouve du marteau. Bon, il n'y en a pas aujourd'hui. Non, c'est un peu dangereux. Oui, alors pourquoi Alors, vous n'avez pas pu le mettre en place déjà, on peut pas le mettre en place parce qu'en fait c'est juste un air de lancer pour l'entraînement. Le marteau est arrêté par des filets, donc on ne peut pas faire de mesure. C'est juste pour travailler le geste technique du lancer, mais en fait la volte, voilà, la volte, le fait de tourner dans l'arc de cercle qui est l'air de lancer, mais le marteau est arrêté par un filet très spécifique parce que le marteau pèse 7,2 kg, il est lancé de façon assez forte et donc il ne peut pas y avoir de mesure. Donc c'est vraiment qu'une cage d'entraînement. Et il n'y a pas non plus de saut en hauteur? Alors on peut malheureusement pas mettre toutes les épreuves parce que les journées font que de 24 heures et on ne peut pas mobiliser y compris le public autant de temps. Mais effectivement on est obligé de faire tous les ans des choix sur les disciplines qu'on peut inscrire au programme. On ne peut pas toutes les mettre. Bon, il y a quand même de quoi faire pour de nombreuses épreuves qui permettent un beau spectacle. Mais je dirais même qu'on est l'un des meetings où on a le plus gros programme. C'est déjà beaucoup parce qu'on a 16 épreuves, mais dans certaines épreuves on a des séries 1, 2, 3, 4, voire 5. Ça fait beaucoup de courses, ça fait un planning qui est très large, donc on peut pas en rajouter, quoi. Bon, alors on va aller tester nous ces infrastructures parce que c'est tout de suite le geste technique. Pour le geste technique, je suis avec toi, Julien Chauffard, tu es l'entraîneur de Metz, de l'athlétisme de Metz. Ouais, je suis un des entraîneurs du sprint haies à Metz. J'entraîne notamment Pauline Lett, championne de France sur 100 mètres haies. Samy qui vient de faire une des meilleures perfs mondiales sur 60 mètres haies et aussi Ariana Lazrak-Classe. Et c'est toi qui l'as accompagné au jeu C'est ça, oui. Et tu es aussi professeur de PS au lycée Cormontaigne, tu t'occupes de la section athlétisme. Tout à fait, vous êtes bien renseigné. Voilà, donc on a tout ça. Eh bien écoute, je suis avec la meilleure personne pour pouvoir faire ces haies, apprendre à passer ces haies, donc j'attends les conseils et je voudrais savoir comment ça se passe, comment est-ce qu'on passe une haie en athlétisme. Eh bien c'est assez simple, c'est assez naturel, c'est en fait une foulée mais qui est déformée par l'obstacle. Alors on parle de jambes d'attaque, de jambes d'esquive. Quand tu vas t'élancer, tu vas courir, tu vas faire une impulsion. Okay. Là tu lances ton genou très fort, très haut pour qu'il t'emmène vers l'avant. Okay. Et une fois que tu te réceptionnes, pour éviter de te la prendre dans le genou, tu ouvres juste la jambe, ce qui s'appelle la jambe d'esquive ou d'impulsion, pour revenir devant. Mais surtout, il faut continuer à courir. Il ne faut pas être perturbé par la haie, il faut que ce soit naturel. Les haies vont t'emmener et moi, au fur et à mesure, je vais soit t'écarter, soit te monter parce que tu es doué et que tu dois faire des haies de haut niveau. C'est avec le premier intervalle que tu vas te lancer. Tu tiens tes 4 appuis et puis ça va aller tout seul. 4 appuis. C'est bon? Allez, c'est parti. Donc ça c'est déjà très bien. Alors ici attention, on a tendance à s'arrêter derrière la dernière haie. Il faut continuer. Après la dernière haie parce que tu peux râper ton impulsion. Ok. Comme c'était trop facile, je vais te mettre un peu d'air. Oh là. Petite question, du coup la hauteur réglementaire pour les femmes des haies c'est combien en compétition? 84 cm. Là on est à 65, c'est donc encore 2 crans au-dessus. Ok. Voilà. Ça fait très haut quand même, ça arrive rapidement. Oui, c'est au niveau du bassin, un peu en dessous du bassin. Ouais, c'est ça. En général, parfait. On réessaye là comme ça alors? Vas-y. Ok. Bah tu vois, à chaque passage tu vas plus vite. À chaque passage c'est beaucoup mieux dans l'intervalle. Là il faut encore augmenter. Après tu peux augmenter aussi la hauteur des haies. Ok. À voir. On va essayer de te mettre juste la deuxième un peu plus haute pour voir si tu la franchis. Ça marche. Là tu es à la hauteur des cadettes filles, donc des jeunes filles de lycée. Ok. Donc tu vois, si tu arrives à la passer, ce sera bien. Bingo. Bingo. Ok. Là, dans l'absolu,
Tu as été un peu retenu parce que c'est la première fois que tu les passes, mais franchement, ça passe tout seul, donc c'est très bien. Ça marche. Donc en fait, au niveau geste technique, là, on peut dire que c'est réussi. Un geste technique réussi. Eh ben, merci beaucoup. Ça marche. Une dernière question, Dominique, quand on prépare une édition, on est déjà en général sur celle d'après. Qu'est-ce qui nous attend pour l'année prochaine? On a quelques réflexions sur effectivement changer aussi un petit peu le format, c'est-à-dire les disciplines, pour donner aussi au public la possibilité de voir d'autres choses, puisqu'on est traditionnellement sur la perche, des choses comme ça. Donc on réfléchit un peu, mais vous savez, on a déjà fait beaucoup d'évolutions en 17 ans. Il y a un moment donné, on ne peut pas inventer ou réinventer les choses tous les ans. Donc non, on va surtout se concentrer quand même à essayer encore d'améliorer les conditions d'accès de la salle en termes de capacité. On va essayer aussi de gagner un petit peu de renommée au travers de l'attractivité d'athlètes encore meilleurs, si on en trouve. Et pas blessés. Et pas blessés. Voilà, on va essayer encore de densifier le plateau. Ouais. Ok, très bien. Et ben alors c'est le moment de la balle est dans votre camp, donc c'est la dernière partie de l'émission. Vous avez dans les starting blocks, en plus ils sont juste à côté comme ça, et top départ, vous avez 1 minute en regardant la caméra juste ici pour faire passer votre message. Ah, 1 minute. Eh bien écoutez, la première chose, c'est faites du sport. Et l'athlétisme, c'est un sport pour tous, tout âge, toutes les disciplines, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, on ne peut pas dire vieux, moins jeunes, petits, grands. Il y en a pour tous les goûts, donc faites du sport, venez dans les clubs et venez à Athlétisme Metz Métropole, le club d'athlétisme de Metz. Ça c'est une chose d'une façon générale. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est un message vers nos partenaires. Si on veut encore faire grandir cet événement, attirer encore plus d'athlètes de niveau international, si on veut franchir ce cap du top 5 mondial, chers partenaires, rejoignez-nous, rejoignez une équipe motivée, dynamique, qui essaie de vraiment représenter son territoire de façon très sérieuse et connue dans le monde entier. Merci beaucoup Dominique Abis d'avoir été l'invité à cette émission spéciale, c'était bien vendu. Oui, très bien vendu. Merci à vous de l'avoir suivi, elle est désormais terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission, même heure, autre club, sous un format classique.